Bonsoir à tous et bienvenue sur le grand rendez-vous Infotainment Développement de BB24. L'équipe vous retrouve après la Pâques, bien évidemment, avec 4 rubriques pour parler dentition des enfants, du droit d'auteur, de la protection des espèces et bien sûr le choix des chaussures à haut talon. Suivons d'abord la météo. Vous avez donc compris, c'est vous, nos téléspectateurs de Porto Novo, qui est à l'honneur ce soir sur le grand rendez-vous à travers, bien sûr, la carte postale qui a suivi la météo. Vous êtes sur le grand rendez-vous. Disons tout de suite que les périodes de dentition d'un enfant constituent des temps de stress pour les parents. Et ce soir, le grand rendez-vous va aborder la question en se reposant, bien sûr, en proposant, bien sûr, de vous offrir les astuces pour mieux gérer cette période, la période de la dentition des enfants. Si vous êtes donc parents, suivez-nous tout à l'heure sur Nature et Bien-être. Aujourd'hui, le monde entier fait un clin d'œil aux créateurs et particulièrement à ces garanties regroupées en droit d'auteur. Autant savoir attire l'attention sur la question tout à l'heure. Hier, les habitants de la Terre ont essayé de se rappeler les conditions d'une gestion durable de leur source de richesse et de bien-être, c'est-à-dire la Terre. La communauté internationale pense que la gestion durable de la Terre passe par la protection de nos espèces et le grand rendez-vous revient sur le thème de la célébration de la journée mondiale de la Terre tout à l'heure. Nous parlerons beauté avec les dames chaussées au talon. Mesdames et messieurs, en tout cas, il faut rappeler que ces chaussures à haut talon, il y en a de différentes sortes et chaque modèle conçu sur la base des critères donnés. Nous allons suivre tout à l'heure Fulgencia et son invité sur Beauté au pluriel pour savoir en réalité comment choisir sa chaussure à haut talon. Suivez le journal également à 19h45 sur le grand rendez-vous. Et ce soir, c'est Nadège Sani qui est à la présentation. Bonsoir Nadège. Bonsoir Simgaba. Alors, c'était la Pâques, on est revenu et la rédaction nous propose quoi comme menu de ce 19h45? Merci à vous, Assiom. Chaque 22 avril, c'est la journée mondiale de la Terre. Elle reste constamment menacée par les actions de l'homme et la communauté internationale appelle à sa sauvegarde par l'éducation. On parle également de la téléprocédure, un outil pour simplifier la déclaration des impôts et le paiement des taxes aux contribuables et qui est mise en place par le ministère de l'Économie et des Finances. Et puis, quelle peut être l'utilité d'un blogueur et qu'est-ce qui explique aujourd'hui le foisonnement des blogs sur Internet? Maurice Tantan nous apportera des éléments de réponse.
D'accord, merci déjà pour ce titre. On vous retrouve à 19h45 exactement, Nadège. Bien sûr, Assioum Gaba. Donc à tout à l'heure. On démarre, donc. mesdames et messieurs, par bien sûr les plateaux. On commence en beauté par beauté au pluriel. Oui, chères dames, vous allez vous chausser au talon ce soir sur beauté au pluriel. Oui, nous allons parler bien sûr de comment choisir donc sa chaussure à haut talon, les critères juste derrière cet élément. Elles existent sous toutes les formes et pour tous les goûts. Ces chaussures à talons font partie du quotidien de nombreuses femmes. Les escarpins constituent un véritable atout de séduction. Certaines femmes privilégient ces chaussures dans le but de mettre leurs jambes en valeur. D'autres les adoptent pour gagner en taille ou encore certaines les portent que pour de grandes occasions. Il est donc important de savoir faire un bon choix de chaussures lorsqu'il s'agit de s'habiller. La plupart du temps, la chaussure doit correspondre du moins à la pochette ou au sac que tu veux garder. Quand tu veux te mettre en jean, ça dépend de quel genre de chaussures tu vas mettre. Quand tu veux te mettre en local, ça dépend de quel genre de chaussures. Quand tu veux te mettre en robe, ça dépend de quel genre de chaussures. Le goût diffère d'une femme à une autre. Certaines font le choix des hauts talons, d'autres par contre préfèrent les chaussures dont les semelles sont moins hautes. Ceci dans le but de s'assurer une bonne stabilité. Tu t'habilles bien et tu portes des talons, hauts talons pour être élégante et la classe. J'aime les talons qui ne sont pas trop élancés, qui sont dans les normes. Quand je porte ce genre de talons par exemple, c'est mieux. Je me sens à l'aise, c'est ça là aussi. Je peux rester des heures sur talons, ça ne me dit rien. Parce que je suis déjà habituée à ça. C'est bien beau et confortable de marcher sur les hauts talons, mais en fait, une habitude peut nuire à la santé. À en croire Dr Germain Humbedji, les risques liés au port des chaussures à talons sont énormes. Vous avez mal au cou, on appelle ça des cervicalgies, qui peuvent entraîner plus tard des arthroses au niveau des articulations au niveau cervical, au niveau du dos, donc le thorax, vous aurez aussi des problèmes presque similaires. Et surtout au niveau lombaire, vous aurez des arthroses au niveau des articulations donc interapophysaires. Vous aurez donc des problèmes au niveau des disques intervertébraux. Donc au niveau du bassin maintenant, vous aurez des troubles au niveau du contrôle. Au niveau du genou, ça crée une tension au niveau du genou. Et au niveau donc de la cheville, une cheville qui est tout le temps pointée vers le bas. Pour limiter un tant soit peu ses conséquences sur la santé, Pablo Yamadiako recommande aux femmes de privilégier les chaussures à talons compensés. C'est pour éviter, la dernière fois quand j'ai payé ça, non, c'est pour éviter tout ça, je préfère, vous avez remarqué, moi j'ai plus de chaussures compensées, en talons compensés. Si c'est les talons filés, je préfère que ce soit en petit talon. Ça, c'est pour le bureau. Les femmes doivent éviter un usage à long terme des hauts talons, explique le kinésithérapeute. Il prodigue quelques conseils à l'endroit de celle-ci. Même si les gens veulent cacher un peu leur taille, c'est très bien, mais quand vous arrivez au lieu d'où vous êtes arrivé, vous êtes obligé de vous munir donc d'une deuxième chaussure. Dès que vous arrivez à l'heure, vous vous mettez en situation normale. C'est bien pour l'élégance, mais ce n'est pas bien comme usage à long terme. C'est pas bien. Les chaussures à hauts talons rendent plus belles et élégantes, mais les maladies engendrées ne sont pas négligeables. Éviter le port fréquent des chaussures à talons garantirait une bonne santé des pieds. Et nous allons vous rappeler d'autres critères de choix en matière de chaussures à haut talon avec l'aide bien sûr de Ariel Alarassa qui est consultante style vestimentaire. Donc ce n'est pas n'importe qui que nous avons invité sur Beauté au pluriel ce soir. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir sur votre plateau. Et avec plein de chaussures à talons. Bonsoir. Bonsoir Assioum. Comment ça va, Fulgencia? Ça va très bien. La pleine forme ce soir. Oui, ça va. Je suis très content de t'avoir sur ce plateau avec ces chaussures parce que je sais que tu aimes également les porter. Ah oui, vous avez raison Assioum. Et donc, vous allez nous dire aussi vos critères de choix dans un instant, mais on va laisser d'abord la parole à Ariel.
Ah oui, vous avez raison, Assio, mais nous, dames, nous avons souvent de difficultés à trouver chaussures à nos pieds. Ah oui. Et comme Ariel est avec nous ce soir, elle va nous accompagner, nous, dames, à mieux faire nos choix. Alors, Ariel, dites-nous, que représentent les chaussures à talons pour une dame? Les chaussures à talons pour une dame, c'est signe de féminité et d'élégance. On ne peut pas être élégante et très féminine sans mettre des chaussures à talons. Voilà. Alors, quels sont les types de chaussures à talons que nous avons? Il existe plusieurs types de chaussures à talons. Nous avons des escarpins comme cette paire qui est devant moi. Nous avons des talons compensés. Ok. Compensés, c'est-à-dire le talon est un peu plus équilibré, un peu plus gros. Nous avons des sandales à gros talons. Parfois, c'est des sandales à talons effilés, comme les escarpins. Voilà. Okay. Dans un contexte... On appelle ça sandales, pourquoi? Parce que c'est un peu ouvert. Okay. Et il faut noter qu'il y a des sandales aussi sans talons. Pour lever, pour que les voilà. Il y a des sandales aussi sans talons, il y a des sandales à talons. Donc voilà. Ok, d'accord. Donc c'est parce que c'est ouvert qu'on appelle ça sandales. Oui. Et ceux qui sont fermés sont des escarpins. Des escarpins. Ça recouvre le devant et la cheville. Et la cheville. Oui. Donc c'est des escarpins, mais à talons effilés ici. Oui, à talons aiguilles. Aiguilles. Oui. Ah ouais. Alors j'apprends beaucoup. Vous comprenez, Assio, qu'il y a une panoplie. On a du mal à choisir quand même. Et ça c'est vrai. Alors sur quoi se baser pour opérer le choix? Pour moi, pour choisir ces chaussures à talons, il y a 2 critères très importants. L'esthétique. Il faut choisir de belles chaussures. On peut aussi choisir des chaussures colorées. Il ne faut pas hésiter à prendre des chaussures colorées. C'est facile à sortir sur des robes noires, des tenues un peu sobres. Le confort, il y a 3 critères pour le confort. La taille du talon. Il faut penser à prendre des petits talons de 3 à 6 cm. C'est pratique pour le boulot. C'est pratique quand on court beaucoup. Là, ça fait combien de centimètres là? Disons 8 ici, 8 à 10. 8 c'est déjà. Oui. Donc un peu plus court que ça. Un peu plus court, c'est plus recommandé pour le boulot. Disons, ça peut venir ici. Ok. Alors on peut aller jusqu'à combien de centimètres? Il y a des escarpins de 35 cm, de 30 cm. Mais la limite tolérable, c'est 10 cm. Le médecin, tout à l'heure, dans le reportage, on a dit qu'il ne faut pas dépasser une certaine hauteur de chaussures parce qu'après, on a des problèmes d'arthrose et des problèmes au dos. Donc, il faut plus maximiser les talons de 3 à 6 cm au plus. Le reste, les talons aiguilles de 10 cm, ici, ça peut faire banalement 12 cm. C'est bon pour le soir. Pour être glamour, sortir en boîte, aller à des soirées de gala. Mais on peut danser. On peut danser bien sur les 10 cm. Bien sûr, et faire bien des déhanchements même avec. Ah oui. Hein? Exactement. Et avant même de choisir ces chaussures-là, est-ce qu'il y a de préalables à faire? Oui, il faut prendre son temps et les choisir avec soin. S'asseoir, si c'est une boutique comme celle du reportage tout à l'heure, il vous pressera pas à essayer vos chaussures. Vous portez les deux. J'ai vu tout à l'heure les chaussures d'Ariel à l'écran. Ah oui. La réalisatrice aime beaucoup vos chaussures. Je lui ai dit, ah oui, les voilà. Ah oui, j'espère qu'on va montrer aussi les miennes. Merci. Donc, je disais tout à l'heure que les chaussures, il y a les talons. Oui. Ensuite, pour choisir, il faut s'asseoir, porter les deux. Parce qu'on a forcément un pied plus fort que l'autre. Il faut marcher avec sur une petite distance, voir l'équilibre pour voir si on est harmonieux en marchant. Il faut aussi choisir la bonne taille, la bonne pointure. Si vous faites du 38, quand vous choisissez du 39, convenez avec moi que vous n'allez pas bien marcher avec parce qu'en marchant, vous serez obligé de rattraper la chaussure. Ah oui. Voilà. Puisque vous parlez de marcher. Ah oui, vous avez mis des sandales, hein? Là, oui, ça, c'est sandales, oui, talons, talons c'est effilés, aiguilles. Ça, c'est des talons effilés. Mais c'est sandales, hein? Oui, c'est une sandale. Voilà, vous avez appris la leçon déjà. C'est ouvert, en fait. Oui, c'est ouvert, voilà. Okay. Alors, dites-nous, Madame Ariel Alarassa, on a tant de difficultés à marcher. Comment faire? Est-ce qu'il y a des astuces que vous pouvez nous donner? Bien sûr, il y a 4 petites astuces. Il faut marcher droit en regardant devant soi, ne pas avoir les yeux rivés sur ses chaussures. Ensuite, il faut marcher avec le buste droit et faire de petits pas. Ne soyez pas pressé en étant sur des talons. Il faut aller doucement, doucement. Okay. Ensuite, il faut avoir une démarche cadencée et rythmée, c'est-à-dire faire des mouvements de hanche. Là, c'est plus élégant, c'est plus glamour. Ensuite, en marchant sur des talons, il faut avoir confiance en soi.
ça conforte dans sa marche sur des talons, des chaussures à talons. Les talons aiguilles sur les pavés, des fois ça c'est difficile, c'est très difficile, parfois ça gâte ça. Okay. Donc quand on sait qu'on doit marcher sur des pavés, on peut enlever sa chaussure tranquillement et mettre des ballerines. C'est vrai que ce n'est pas souvent joli, mais pour des questions d'esthétique, pour des questions de confort et pour ne pas abîmer nos belles chaussures, il faut penser à avoir des chaussures de rechange, des ballerines pour de grandes distances ou des routes un peu rocailleuses. Voilà. Alors moi je constate là qu'il y a différentes matières. Il y a le daim, il y a les chaussures un peu brillantes et tout. Quelle est la matière la plus recommandée? La matière la plus recommandée, c'est les chaussures en cuir ou en daim. En cuir parce que le cuir est plus souple et facile à porter. Ça ne fait pas mal aux pieds et ça ne fait pas très souvent des corps. Les corps, c'est les petits boutons noirs qu'on a sur les orteils. Voilà. Et le daim aussi est recommandé, seulement que parfois en période pluvieuse, chez nous en Afrique, il ne sera pas trop de mise. Il faut plutôt penser sur le cuir. Le cuir ne se gâte pas. Voilà. Donc le daim, c'est à favoriser. C'est à favoriser. Daim et cuir. Et le cuir. C'est pas les plastiques là. Hein, non. Ici, par exemple, c'est une chaussure. Quand il fait chaud. C'est vrai. Ici, c'est une chaussure en cuir verni. Par contre, elle est moins conseillée parce que cette matière est plus rigide. Quand vous voyez, elle est rigide. Ça fait très mal aux pieds quand on porte. Et puis, ça ne fait pas toujours élégant. Les matières élégantes, comme nous venons de le dire, c'est le daim et le cuir. Et le cuir. Oui, madame. Alors, nous sommes en 2019. C'est sûr qu'il y a de tendances. Quelles sont les tendances du moment? Actuellement, les chaussures de tendance sont les chaussures escarpins avec brides. Les brides se portent au niveau de la cheville. Et il y a aussi les chaussures en cuir tressé. Je n'ai pas ça. Que je vois déjà. Je n'ai pas amené ça. Donc on appelle ça bride. Oui, c'est une bride. Et sur ça, on arrive à bien marcher, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Surtout quand vous choisissez la hauteur que vous tolérez, vous marchez facilement. Apparemment, c'est mi-escarpin, mi-sandale. C'est vrai que c'est un autre type d'escarpin parce que ce n'est pas forcément... Mais ce n'est pas comme celui-là, cette paire-là, cette chaussure. Mais c'est un escarpin aussi. C'est un peu plus ouvert. Vous voyez, c'est fermé devant. C'est aussi fermé derrière. C'est pas ouvert. Comme la chaussure de Madame Fugencia. Assume, je comprends. Vous voulez tout savoir aujourd'hui sur les chaussures. Mais l'heure est passée. Ça, c'est vrai. L'heure est passée. Merci beaucoup, Fugencia. Merci également à vous, Madame Alrassa. Merci d'être venue sur ce plateau. C'était un plaisir. On a beaucoup appris. Et je pense que les téléspectateurs ou les téléspectatrices sont d'avis avec moi. J'espère que vous allez revenir sur le plateau très prochainement. Avec plaisir. Toutes astuces, voilà, ça me ferait aussi beaucoup de plaisir. On continue avec vous, chers téléspectateurs, sur le grand rendez-vous. Cette fois-ci, je vais recevoir deux autres jolies dames sur ce plateau. Cette fois-ci, on va parler de sujets qui stressent un peu. Oui, quand les enfants font de la dentition, les mamans, et ça va pas, ça va souvent pas. En tout cas, vous aurez les astuces pour mieux gérer cette période-là désormais. C'est Nature et Bien-être. Ah oui, quand un enfant est souffrant, c'est que sa maman l'est également. Et ça, on peut remarquer cela dans la période de dentition des enfants. Quand ça fait mal, quand ça chauffe, on dit « Ah !» vite la double, ça dit mon enfant est en train de faire de la dentition. Et puis on se demande, il y a tellement de symptômes où les parents n'arrivent vraiment pas à se retrouver là-dedans. On va expliquer tout ça dans un instant, juste derrière ce reportage. Les dents sont un capital important pour la vie. Si elles se construisent depuis le ventre de maman, dès l'enfance jusqu'à l'âge adulte, elles doivent être protégées grâce à une bonne hygiène buccale. Pour avoir une très bonne hygiène bucco-dentaire, il faudra savoir que l'on doit prendre l'habitude de se brosser les dents au moins 2 fois par jour. Il s'agit du matin, après le petit déjeuner, et le soir avant de se coucher. Mais avant, il faut déjà dans les toutes premières consultations chez l'enfant et ainsi de suite tous les ans, pouvoir identifier quel type de brosse l'on devrait utiliser.
parce qu'il existe des brosses très souples, des brosses de type médium et des brosses dures. Alors, le type de brosse se choisit en fonction de la texture et de la finesse de la muqueuse buccale. En choisissant sa brosse, on devrait aussi conseiller le dentifrice adapté à l'individu. Le bon brossage est aussi tributaire de la technique utilisée. On doit brosser d'abord d'une manière ordonnée pour ne pas oublier un secteur. Donc, si vous brossez, vous commencez par la face externe du bas, vous faites la face interne du bas et vous faites la surface des dents. Pareil sur le maxillaire. Hein, et à la fin, vous brossez la langue. La langue, on ne la brosse pas trop énergiquement. Il faudra tirer sur chaque côté sa brosse pour nettoyer. Les brosses végétales ne sont pas à exclure de l'arsenal de l'hygiène bucco-dentaire. Bien au contraire, certaines des tiges utilisées ont des propriétés bienfaisantes pour les dents et la gencive. Il faut préférer une brosse végétale tendre. Une fois que le choix est fait, il faut insister sur la longueur qui doit être à peu près la longueur d'un stylo. Hein, parce qu'il faut pouvoir bien tenir la brosse végétale pour pouvoir faire les mouvements de gommage. Parce qu'en fait, avec la brosse végétale, on gomme les surfaces dentaires. Alors, il faudra ensuite bien mastiquer cette brosse végétale pour que les fibres deviennent assez propres, fines, très bien raffinées, ce qui va faciliter le gommage. Et ce gommage aussi se fait de la gencive vers la dent. Une bonne hygiène bucco-dentaire garantit des dents saines et un sourire pour la vie. Ah oui, avant même de penser aux soins des dents, il faut en avoir d'abord pour en prendre soin. Et la période de la poussée de ces dents-là, ça crée beaucoup de désagréments, je dis, mais peut-être que c'est le sacrifice à faire pour avoir les dents, on ne sait pas, au niveau bien sûr des enfants, que des parents également, oui, ça chauffe un peu, on se demande même pourquoi cela et comment gérer d'ailleurs même cette période, et c'est pour ça que nous avons invité sur ce plateau Gloria Tibozo, dentiste, bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, venir sur ce plateau avec vraiment un grand schéma du schéma dentition ou dentaire, on peut le dire ainsi. Denture. Oui. Ah ouais, d'accord. Bonsoir Yasmine. Assume Simplice Gaba, bonsoir. Ben, c'est un plaisir, surtout quand on dit Simplice. J'aime la simplicité. J'espère que vous avez passé une excellente fête pascale. Ah oui, ça c'est vrai, hein, c'était le début de l'année divine, donc il y a de quoi. Il y a de quoi bien célébrer cela. Alors, on parle aujourd'hui de la sortie des dents, la dentition au niveau des enfants. Vous avez bien planté le décor. Nous avions mangé, mais certains enfants n'ont pas mangé parce qu'ils souffraient. Voilà. Donc, pour conseiller les parents, nous sommes avec Tibozo Gloria, qui est dentiste. Déjà, pourquoi certains enfants souffrent quand ils doivent pousser leurs dents? Je vous remercie déjà de m'avoir invité sur votre plateau. Oui. La dentition, c'est déjà le processus. De façon terre à terre, c'est le processus qui permet de retrouver les dents dans la bouche. Maintenant, ce processus peut être douloureux chez certains enfants. La douleur n'est pas systématique. Et cette douleur est due à tout ce qui se passe pour que la dent puisse venir sur l'arcade. Mais quels sont les différents types de douleurs qu'on peut avoir? C'est juste au niveau de la mâchoire ou c'est tout le corps de l'enfant qui a mal? Ça peut être tout le corps parce que déjà la bouche, les nerfs, tout est en continuité. Donc, quand tu as mal à cause d'une dent, que ce soit une dent qui veut sortir ou une dent qui est déjà là, ça peut avoir des répercussions sur tout ton organisme. C'est pourquoi souvent, parfois, quand les enfants veulent sortir les dents, ils ont de la température, des douleurs au niveau, ça peut même entraîner des douleurs au niveau des yeux, partout. Oh tout est en continuité. Non, je comprends. C'est parce qu'il y a les nerfs qui sont là, qui sont en continuité. Ça transmet le message à tout l'organisme. Oh là là. Mais au-delà de ces signes, on voit chez certains enfants, vous convenez avec moi, les abcès.
Certains enfants développent des abcès. Est-ce que ça dit que c'est la dent qui donne ces abcès? Ça dépend. Les abcès, ça peut... Souvent, quand on a un abcès sur le corps, c'est qu'il y a une infection quelque part et l'organisme réagit pour se défendre. Donc, ça peut ne pas forcément avoir rapport avec la dent qui veut sortir, comme ça peut être lié. Ça dépendra de l'examen clinique qu'on fera à l'enfant pour savoir si c'est réellement les dents ou s'il y a autre chose en dessous. Ou peut-être que c'est des symptômes symptômes de dentition et que... lui, il a développé comme ça, ça dépend. En tout cas, ce que nos mamans disent, quand l'enfant sent un gros abcès, on dit « il a un ton à l'eau ». La dent va sortir tout à l'heure. Oui. Parfois, ça peut être aussi une coïncidence. Mais on n'exclut pas tous les cas. Pour les parents, y a-t-il des mesures préventives pour cette douleur? Pour prévenir cette douleur, il n'y a pas grand-chose à faire en tant que tel. Parce que c'est le processus qui est comme ça et ce n'est pas systématique. Maintenant, si l'enfant veut sortir les dents et qu'il a mal, oui, là, il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour le soulager. Mais avant, tu ne peux pas savoir si lui, il aura mal ou pas. Donc, il faut forcément se référer au traitement. Quels sont alors les traitements pour soulager l'enfant? Pour soulager, quand l'enfant veut sortir les dents, s'il présente une fièvre et des douleurs, s'il se plaint trop, vous pouvez utiliser des antidouleurs déjà, un peu comme le paracétamol, ça dépend. Maintenant, si dans la bouche, il y a des abcès ou autres, vous pouvez utiliser aussi un anti-inflammatoire associé ou un antibiotique, ça dépendra. C'est toujours mieux de consulter si les symptômes sont trop... Si vous voyez que c'est trop grave et que ça vous inquiète, vous consultez le dentiste. C'est ce qu'il faut, il vous dira. Parce qu'il y a des gels aussi qu'on peut vous prescrire, que vous allez passer dans la bouche de l'enfant. Des gels un peu anesthésiants qui vont le soulager. Parce qu'en ayant mal, il ne va pas manger, il va perdre l'appétit, il peut perdre du poids, ainsi de suite. Donc, c'est toujours mieux de consulter. Là, on vous dira quoi faire et comment faire pour le soulager. Pour le soulager. Donc, il ne s'agit pas de laisser son enfant à la maison, de dire nous-mêmes, nous allons gérer à la maison parce que c'est la dentition. Écoute, l'autre enfant, là, ça s'était passé de telle manière. Il faut passer directement à l'automédication et tout le reste. Il faut éviter il faut ça. Forcément consulter quand vous voyez que c'est grave et que vous n'arrivez pas à gérer, c'est toujours mieux d'aller à l'hôpital. Toujours mieux d'aller à l'hôpital. Mais non, il y a certains parents, il faut qu'on lève l'équivoque. Certains parents disent qu'avant que les enfants, déjà que l'enfant est un nourrisson, de lui donner le grippe Wata. Et on hésite toujours. L'enfant doit commencer par prendre déjà 3 mois pour qu'il ne souffre pas après. Est-ce que réellement ces médicaments-là, ces petites tisanes qu'on donne aux enfants, ça marche? Je n'en ai pas fait l'expérience, donc je ne peux pas dire si ça marche ou pas. Mais déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure... C'est conseillé? Non, moi je ne conseillerais pas ça, parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas systématique. Et quand on gave l'enfant déjà de médicaments ou autres, il peut y avoir forcément des répercussions après. Donc il faut toujours faire attention en ce qui concerne les produits qu'on donne. Que ce soit aux adultes, encore plus aux enfants, il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, il y a des gels pour calmer la douleur dans la bouche. Donc, mais tout ça, c'est qu'il faut aller d'abord à l'hôpital. Voilà. Il faut consulter qui de droit, le dentiste, voilà, le docteur dentiste. Le pédiatre aussi, lui, il pourra t'orienter vers le dentiste. Il va gérer les signes externe sur le corps ou autre, mais dans la bouche, c'est le docteur dentiste qui pourra intervenir. Et donc, si je comprends bien, pour la dentition des enfants, ce n'est pas le pédiatre qui est la première personne, mais c'est le dentiste. C'est le dentiste. Oui. Ah, d'accord. Le docteur dentiste, je précise. Vous êtes averti, hein? C'est pas le pédiatre, c'est le dentiste. C'est pas le pédiatre. C'est pas le pédiatre, c'est le dentiste, certes. Mais déjà, l'enfant... Est-ce que dans le reportage qu'on a suivi tout à l'heure, il est dit qu'il y a des manières de brosser les dents? C'est la même chose chez l'enfant que chez l'adulte? C'est la même chose. Quand les dents sont déjà là, c'est la même technique pour brosser. Quand les dents ne sont pas là, pour un enfant qui n'a pas de dents, on l'amène chez le dentiste. Il n'a pas encore le dent, mais on l'amène chez le dentiste. Non, mais bon, quand on dit dentiste, lui, il soigne tout ce qui est dans la cavité buccale. La gencive, les dents, la langue, tout ce qui est dans la bouche. Donc, il ne faut forcément pas attendre avoir les dents d'abord avant d'aller chez le dentiste. Quand vous avez un problème dans la bouche. Maintenant, comme vous le disiez tout à l'heure, pour nettoyer quand il n'y a pas encore de dents, moi, je conseille souvent à mes patients
juste avec du compresse, un compresse stérile bien sûr, qu'on vend en pharmacie. Vous pouvez prendre un petit morceau, vous enroulez sur votre doigt avec de l'eau simplement. Chez le nourrisson, vous frottez comme... De l'eau? De l'eau simplement. Vous imbibez la compresse d'eau et vous nettoyez simplement. Et ceux qui utilisent alors... On nettoie quoi? Les gencives ou la langue? La muqueuse, toute la bouche. Parce que souvent, quand l'enfant tète, vous allez voir, il y a les traces de lait qui restent là. Quand vous ne nettoyez pas, c'est pas bon. Parce que ça peut être des nids qui vont garder des microbes et tout. Donc, avec la compresse, simplement, vous nettoyez, vous frottez correctement et puis ça... Compresse plus eau, simplement. Mais ceux qui utilisent le bicarbonate alors? Moi, je ne conseille pas trop parce qu'il faut un dosage. Quand on utilise, par exemple, si la maman prend du bicarbonate simplement et met, ça peut irriter et ça détruit les sensations au niveau les sensations gustatives chez l'enfant. Donc, il faut faire attention à tout ça. D'accord. Donc, à Gaba, on est plus informés maintenant. Nos mamans, déjà, quand votre enfant fait un peu de fièvre, chauffe, regardez sa bouche déjà. Est-ce que c'est les dents? Si c'est ça, allez chez le dentiste. Carrément, ne donnons pas trop de médicaments pour que l'enfant ait encore d'autres soucis. Voilà. Donc, déjà, le dentiste, il est là, il peut nous aider. Allez, merci beaucoup. On a compris que le bébé aussi peut aller. Le nourrisson, même sans dents, vous pouvez l'amener chez le dentiste, vous comprenez. Allez, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Restez toujours en notre compagnie, puisque dans un instant, nous allons parler de cet espace-là qui nous accueille et qui nous permet de vivre, d'aller, de revenir. Oui, on vit sur la planète. C'est notre source de tout, si vous voulez. On parle de la Terre. Oui, le monde entier fait un clin d'œil depuis hier à son espace de vie, source de richesse et de bien-être aussi. C'est la Terre, la journée mondiale de la Terre, célébrée donc hier. Aujourd'hui, le grand rendez-vous revient bien sûr sur le thème de la journée, une gestion durable de la Terre qui passe donc par la protection de nos espèces. On reçoit sur ce plateau Maximin Diondo, qui est le coordonnateur de l'ONG BIS. Également, on peut dire un spécialiste en gestion des aires protégées. C'est ça. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre programme. C'est moi qui vous remercie. Alors, il est question ce soir de parler de la journée mondiale de la Terre. La Terre pour l'homme. Qu'est-ce que c'est en réalité? Comme vous le savez si bien, ce thème a quitté Journée de la Terre pour Journée de la Terre nourricière. Et on a complété nourricière pour montrer ce lien intrinsèque qu'il existe entre la Terre et nous, humains sur la Terre. Bien évidemment, sans cette Terre, nous n'existerons pas, puisque tout ce dont nous avons besoin, nous le tirons de cette terre. Tout, absolument tout. Même pour nous chauffer, pour nous laver, pour manger. Donc, nous dépendons de cette terre, d'où l'appellation terre nourricière et l'importance de nous intéresser à ce qui se passe avec cette terre nourricière. Cette terre nourricière. Vous êtes spécialisé dans la gestion des aires protégées et particulièrement des zones humides. Vous protégez également les oiseaux, d'eau migrateurs et tout ça, qui font partie également de nos espèces. Oui, et le thème de cette année pour cette journée mondiale, sinon cette journée internationale de la terre nourricière, je complète toujours terre nourricière, est protégeons nos espèces. Protégeons nos espèces, et pour protéger nos espèces, cette journée tourne autour de deux points principaux, c'est les changements climatiques et l'éducation. Les changements climatiques, c'est l'un des fléaux qui menace actuellement cette terre dont nous dépendons. Ensuite, nous avons nous-mêmes. Et peut-être que dire que nous constituons un fléau pour la terre est un peu fort, mais c'est un fléau, puisque c'est nous-mêmes qui dépendons de cette terre, qui détruisons encore cette terre. C'est nous qui avions déjà décimé plus de la moitié des espèces vivantes sur cette terre dont nous dépendons, puisque, comme vous le soulignez si bien, le quotidien de l'homme, c'est-à-dire pour pouvoir vivre, nous dépendons de ces espèces. Oui. Nous mangeons du poisson,
pour la protéine animale, nous la tirons des animaux que nous trouvons dans les zones humides, tant que dans les savanes. Donc, tout ce dont nous avons besoin pour vivre, nous la tirons de cette terre, que ce soit dans les océans, dans les eaux douces ou partout. Mais dans le même temps, et c'est ça là, ce qui est le paradoxe, nous contribuons à la destruction systématique, je dis bien systématique, de ces espèces qui contribuent à notre bien-être à nous. Donc, nous nous mettons en danger. En danger. Mais quand on prend le thème de cette journée, puisque c'est cela que nous protégeons nos espèces, est-ce à dire ne plus exploiter ces ressources-là? Voilà. Malheureusement, très bientôt, nous serons 9 milliards d'habitants sur cette planète. Oui. Et il faut nourrir cette planète. Mais ce que fait l'homme, et qui est bizarre, c'est que nous ne réfléchissons pas à une gestion durable de ces ressources mises à notre disposition par cette terre. Et un simple exemple. Nous avons remarqué que de plus en plus, il y a baisse drastique des espèces de poissons dans nos océans comme dans nos eaux douces. Mais nous continuons, puisque nous pratiquons actuellement l'aquaculture, surtout en Europe et aux États-Unis, pour nourrir 1 kg de poissons d'élevage, il faut 9 kg de poissons sauvages. Oui. Pour nourrir un poisson et 1 kg de poissons d'élevage, il faut 9 kg de poissons sauvages que nous transformons en farine animale pour ces poissons-là. Donc, vous voyez, du coup, il faut que nous repensions notre consommation. Il faut que nous... Prenez, nous sommes au Bénin, le lac Nonkoué. Ils vont vous dire le nombre d'espèces de poissons qui ont déjà... qui ont pratiquement disparu de ce plan d'eau. Prenez nos océans. Nous avons dit que nous avons déjà décimé plus de 50% des espèces de certains poissons et même de certains animaux qu'on ne trouvera plus. Donc c'est nous-mêmes le problème. Évidemment, les changements climatiques viennent exacerber ce qui se passe, mais nous sommes aussi à la base de ces changements climatiques, puisque c'est nous qui accélérons ces phénomènes naturels. Alors, quand vous parlez alors de gestion durable, qu'est-ce qu'il faut faire de façon concrète? Il faut tout simplement repenser notre mode de vie. Vous voyez, nous produisons plus que nous n'en consommons. Nous produisons plus que nous n'en consommons. Faites un tour, heureusement, je dis heureusement. Là, vous dites qu'on fait du gaspillage? Oh oui! Les 2/3 de ce que nous produisons en alimentation sont retournés dans les poubelles. Quand je dis nous, c'est le monde en entier. Évidemment, l'Afrique et l'Amérique latine, on arrive à contrôler un tant soit peu à cause de nos conditions de vie. Mais malheureusement, nous essayons de suivre actuellement ces conditions de vie à l'occidentale, à l'américaine, où c'est de produire et de ne utiliser que le tiers de ce que nous produisons. Nous développons au détriment de l'environnement. Évidemment, la poussée démographique veut nous amener, et surtout que tout le monde veut vivre dans les villes. On détruit à tout bras les arbres, on comble les zones humides, on pollue les plans d'eau. Là, vous êtes en train d'aller contre ce qui est dit, ce qui est partagé par le monde entier, c'est que aujourd'hui, il faut forcément utiliser les engrais chimiques, il faut passer à la mise en place des espèces génétiquement modifiées parce que la Terre n'arrive plus à nourrir ses habitants. Oui, malheureusement, ça a été prouvé par le dernier rapport du WWF ainsi que le rapport d'avant de la Commission sur les changements climatiques. Nous sommes en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Ça, c'est clair. C'est nous-mêmes. C'est vrai que nous voulons coûte que coûte produire pour ces 9 milliards, c'est bientôt 9 milliards, mais quel est ce mode de production non durable
qui détruit la terre qui nous nourrit. Voyez bien, aujourd'hui, les pays européens, ils veulent introduire, pas qu'ils veulent introduire, ils utilisent massivement les OGM et parce que ils ont pratiquement détruit la richesse de leur terre, puisque la terre ne se régénère plus d'elle-même, il n'y a plus de verre. À force d'utiliser des engrais chimiques, la terre ne se régénère plus d'elle-même, puisque ça tue tout ce qu'il y a comme vie dans la terre et autour, il n'y a plus d'abeilles. Donc c'est normal qu'ils utilisent des OGM. Et c'est ce que nous, en Afrique, qui avions encore la possibilité de conserver le peu, voudrions encore maintenant passer par cette erreur, alors que les autres cherchent maintenant comment réintroduire des abeilles pour pouvoir amener à faire une régénération naturelle des plants. Donc, nous devons drastiquement repenser notre mode de vie. C'est pourquoi aujourd'hui, le thème, bon, évidemment, c'était hier la célébration, mais le thème de cette année porte sur l'éducation parce qu'il est dit de porter à l'attention des populations l'information et la connaissance sur les dangers que notre mode de vie pose sur la terre, sur l'environnement en général, pour que nous puissions prendre des mesures collectives, puisque c'est de là qu'est partie la journée internationale de la terre par le sénateur Nelson en 1970, c'est prendre des mesures collectives au niveau des communautés pour que tout le monde soit informé et que tout le monde prenne des actions. De conservation. Alors, est-ce qu'en matière de politique de gestion de nos espaces aujourd'hui au Bénin, on est en phase avec cette recommandation? Oh non, pas du tout, on n'est pas en phase. Ce que je le dis d'emblée, il y a de bonnes volontés. Il y a de bonnes volontés, mais dans le même temps, on oublie que l'environnement est une priorité, tout comme la santé. Donc, du coup, on affiche des volontés, mais qui ne sont pas suivies d'actions concrètes. Parce que oui, on veut se conformer au monde, on ratifie les tests, on ratifie les conventions, on met en place des structures, même pas toutes les structures, pour pouvoir gérer cette convention et tests auxquels on a ratifié. Et bien, on passe ensuite, on dit, écoutez, comme on se conforme à ce que font les autres pour dire que nous aussi, on s'intéresse à l'environnement, mais sur le terrain, on ne prend pas des actes, on ne prend pas des actions, on ne pose pas des actes concourant à cette bonne volonté de vouloir protéger l'environnement. Alors, si vous devez analyser aujourd'hui la protection de l'environnement, sinon l'état de notre biodiversité aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce que quelque chose est encore possible ou bien vraiment il faut tout de suite prendre Nous avons la chance de vivre en Afrique. Oui. Nous avons la grande chance de vivre en Afrique et d'avoir encore une potentielle en biodiversité, même si elle est menacée. Contrairement à d'autres pays, nous pouvons prendre des actions aujourd'hui et maintenant pour protéger le peu qui nous reste, pour que nous nous basions sur ce peu-là et rebondir à repeupler le Bénin, l'Afrique et pourquoi pas mon Haïti. Donc, il est encore temps de dire que ce n'est pas seulement le développement, c'est-à-dire mettre comment vous appelez ça, du béton un peu partout, sans dire, écoutez, on aura besoin de ces arbres que nous détruisons pour l'ombre, pour la médecine et pour la biodiversité. C'est ça ce que nous appelons un développement inclusif. On doit penser à tout geste que nous posons. On ne doit pas penser maintenant, ok, je comprends les politiques, ils sont là pour un temps donné, ils veulent satisfaire les populations maintenant, mais nous devons penser à demain, penser à un développement inclusif, dire que l'environnement est au centre de toute action de développement et que nous devons agir pour ça, non pas seulement au niveau du gouvernement, mais tout être qui est sur cette terre. Merci beaucoup à vous, Maxime Diondo. C'est moi qui vous remercie. Sur ce plateau, on a compris, j'espère que votre appel n'est pas aussi tombé dans les oreilles dessous et que les dispositions seront prises. On comprend qu'on est en urgence. Exactement. On est en urgence et il faut agir maintenant. C'est ça le mot. Merci à vous. Nadège Sani nous attend de l'autre côté de la rédaction de BB24 pour le journal puisqu'il est 19h45 exactement.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. Hier 22 avril, c'était la journée mondiale de la Terre dans un contexte où elle est menacée par l'action de l'homme. La communauté internationale appelle à sa sauvegarde. Simplifier la déclaration des impôts et le paiement des taxes aux contribuables, c'est l'objectif de la téléprocédure. Elle a été mise en œuvre au Bénin par le ministère de l'Économie et des Finances. Les détails dans un instant. Et puis, ils étaient très rares sur Internet il y a quelques années, mais aujourd'hui, pratiquement tout le monde possède un blog. Qu'est-ce qui explique cette croissance et quelle est l'utilité d'un blog? Réponse dans ce journal. Sans la terre, pas de vie. La terre nourricière est une ressource essentielle à la survie de l'homme, mais elle est aujourd'hui sous menace de l'emprise humaine. Ce 22 avril, comme à chaque année, la communauté internationale sensibilise et réfléchit à la sauvegarde de la terre et met l'accent sur le climat et l'éducation. Amandine Aniamboussou. Célébré pour la première fois le 22 avril 1970, le Jour de la Terre est aujourd'hui reconnu comme l'événement environnemental le plus important au monde. Cette journée est célébrée pour rappeler à tous que la Terre et ses écosystèmes nous soutiennent et nous nourrissent durant toute notre vie. C'est aussi l'occasion de renouveler l'engagement collectif à vivre en harmonie avec la nature. Il s'agit réellement de réaliser un geste concret pour l'environnement. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies, la Terre s'épuise et c'est la faute de l'homme. Le travail de près de 400 experts révèle que les animaux sont en danger. Un animal sur 20 est menacé d'extinction, l'eau douce risque de disparaître, les forêts diminuent chaque jour, les industries amplifient le réchauffement climatique. La Terre est à bout. La population humaine mondiale est devenue tellement importante qu'elle dépasse déjà les ressources nécessaires à sa survie. Si rien ne change, un homme sur 10 disparaîtra dans quelques années. La terre nourricière entre éducation et changement climatique, c'est le thème de l'édition 2019 de la Journée de la Terre. La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l'accord de Paris encouragent la coopération internationale entre les parties en matière d'éducation, de formation, de sensibilisation et de participation et accès à l'information. Économiser l'eau, polluer moins, utiliser moins de produits chimiques et militer pour l'amélioration de la qualité de l'air. Voilà quelques astuces pour sauver cette terre nourricière. La téléprocédure est un système informatique qui regroupe le télépaiement et la télédéclaration. Elle a été mise en place par le ministère de l'Économie et des Finances. Son objectif, simplifier la déclaration des impôts et le paiement des taxes aux contribuables afin d'éviter les tracasseries administratives. Reportage Lazamigan. L'administration fiscale se place à la tête des registres financiers. Cela l'amène à revoir dans le fond son système, d'où la téléprocédure. Le Bénin rejoint donc les rangs de certains pays africains dans la marche vers la modernisation de l'administration fiscale. Un système informatique est mis en place pour fluidifier les services. Par le passé, il faut payer à la caisse, parfois on mettait 2 journées avant de pouvoir faire le point des chèques, il y a des bêtes, il y a des trucs. Donc aujourd'hui, on est à l'abri de tout ça. Le contribuable aussi, il peut suivre parce que avant il passait par des comptables, il ne maîtrise pas forcément si c'est payé ou pas. Donc via l'application, il a toutes les informations, il a tout ce qu'il lui faut pour suivre les paiements des impôts, pour être sûr que l'argent qu'il a envoyé est réellement allé dans la caisse de l'État. Depuis son bureau, le dirigeant, au même titre que le comptable ou celui qui est chargé de lui faire les formalités fiscales, peut voir la situation du contribuable. À côté de ce système de téléprocédure se trouve cette machine électronique qui sert à comptabiliser tous les achats effectués dans une entreprise.
Une mesure dont le but est de limiter, voire empêcher la fraude fiscale. Nous, le grossiste là, on facture le AIB aussi, AIB détaillant. Donc cette machine-là, elle n'est pas arrivée à calculer le AIB. Donc c'est ça seulement notre souci. Quand le client vient, vous allez taper son numéro IFE, son nom et le prix à quel vous avez vendu. C'est tout. Et c'est la machine qui va calculer toutes les autres choses. Cette machine-là, ça va vous aider pour garder le stock aussi correct, le prix correct. Et vous pouvez faire le programming dedans, que le gens ne peut pas manipuler le prix. Les téléprocédures se présentent donc comme une alternative non seulement pour mettre fin à l'archaïsme, mais également pour avoir un œil de contrôle sur tous les mouvements financiers dans les entreprises publiques comme privées. Diffuser des informations sur une plateforme avec des sujets de son choix, c'est l'un des avantages qu'offre le blog au blogueur. Qu'est-ce qu'un blog? Comment devient-on blogueur? Et quel est l'apport d'un blogueur au sein de la communauté? Éléments de réponse dans cette interview réalisée par Edwige Agosso et Revika Djinako. Un blog est une plateforme de production de contenu qui donne la possibilité à des lecteurs de venir réagir sur ces contenus. Le blogueur, c'est en fait celui qui a ce site web-là, qui met du contenu et qui entretient un lien de relation avec les lecteurs ou bien les visiteurs de sa plateforme. Pour devenir blogueur, il suffit juste de le vouloir. Donc il n'y a pas de conditions particulières parce que c'est une pratique assez démocratique et très ouverte. N'importe qui peut aller sur Internet, taper en 5 minutes, créer un blog. C'est une pratique qui peut être rémunératrice parfois. On prend réellement la posture d'un blogueur lorsqu'on a atteint un niveau, une ampleur où vous avez des gens qui viennent vous lire et qui sont influencés par les contenus que vous mettez en ligne. Donc c'est au blogueur de se donner une ligne éditoriale. Sinon, il n'y a pas de restriction. La ligne éditoriale doit être précise ou la forme aussi doit être précise. Si vous faites des vidéos aujourd'hui, demain vous faites des photos, après demain vous faites des caricatures, vous ne serez pas vraiment compris, vous serez dispersé. Les qualités aussi, ça dépend de la forme que vous utilisez pour bloguer. Un blogueur qui veut faire du contenu éditorial, il doit savoir forcément écrire. Il faut qu'il ait un très bon style rédactionnel, éviter les fautes de grammaire, d'orthographe. Il faut qu'il soit aussi original. Le blogueur doit forcément être original et avoir un style personnel. Donc il doit mettre de la personnalité dans son contenu. Il faut forcément avoir des qualités pour monter vos vidéos. Si vous avez une connaissance en une matière, vous pouvez alors aller bloguer sur cette matière-là. Le blogueur peut être victime d'attaques pirates informatiques, donc peut-être pour mettre hors ligne son site. Ça peut aller loin aussi vers des attaques physiques, des gens qui peuvent vous agresser physiquement. On a déjà vu dans d'autres pays à l'étranger où des blogueurs ont été condamnés, agressés, mais qui ont été même tués parce que voilà, on les connaît pour leur activisme, pour leur engagement en politique ou bien dans d'autres matières. Hors de nos frontières, la Centrafrique obtient 45 millions de dollars, soit environ 24 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour une centrale solaire de 25 MW près de la capitale Bangui. Le projet, dont la mise en œuvre est prévue pour débuter dès août 2019, va permettre d'accélérer le développement économique du pays. La Centrafrique a actuellement un taux d'électrification d'environ 15% selon la Banque mondiale, pour une capacité installée de 30 MW. On parle santé à présent. L'hémophilie est une maladie hémorragique génétique qui empêche la coagulation du sang. Elle est considérée comme une maladie de garçon et concerne une naissance de garçon sur 5000. Commentaire sur image de notre consoeur Danielle Mengue de la CRTV. Elle est classée parmi les maladies rares. L'hémophilie est un trouble hémorragique grave qui se traduit par l'incapacité du sang à coaguler correctement, entraînant ainsi dans les cas graves un saignement incontrôlé qui est soit spontané, soit lié à un traumatisme mineur. Et si les saignements sont récurrents, ils peuvent entraîner une détérioration importante au niveau des articulations. Rangée dans la catégorie des maladies héréditaires, l'hémophilie se transmet de l'un des parents à l'enfant. Le cas le plus fréquent, c'est lorsque la mère transmet à son fils le chromosome X. Bien que la plus grande partie de la population atteinte d'hémophilie soit de sexe masculin, il est également possible que les femmes soient touchées, à condition que le père qui transmet le chromosome X soit lui-même hémophile.
Contrairement aux idées reçues, l'hémophile ne saigne pas plus vite que les autres, mais plus longtemps. De ce journal, merci de l'avoir suivi. À demain. Merci également à vous de l'avoir présenté. Nadège Sané, à très bientôt. Passez une très bonne soirée. Et là, avec vous, chers téléspectateurs, nous continuons bien sûr cette soirée sur le grand rendez-vous avec Agnat Onifade Bello, avec qui nous allons parler de droit d'auteur. C'est Autant Savoir. Oui, nous parlons du droit d'auteur. C'est le monde entier qui fait un clin d'œil, bien sûr, aux auteurs, aux créateurs et particulièrement à ces garanties regroupées, bien sûr, dans les droits d'auteur. Qu'est-ce que c'est en réalité? Qu'est-ce qu'on peut retenir quand on parle vraiment de droits d'auteur au Bénin particulièrement? Tout ça avec Agnat Onifade Bello dans un instant. Suis d'abord cet élément signé Djouerat. Les chaînes de radio et de télévision doivent payer des redevances aux artistes. C'est une certaine somme d'argent collectée et redistribuée aux artistes pour la diffusion de leurs œuvres. Un rôle joué au Bénin par le BIBEDRA, Bureau béninois des droits d'auteur. L'artiste jouit de ce droit sous forme de salaire qui lui est payé tous les 6 mois à la suite de la collecte de ce qu'on appelle les redevances pour exploitation des œuvres de l'artiste. Pour bénéficier de ces redevances, plusieurs conditions à remplir. Mais avant d'aller trouver une redevance et chercher et récupérer, il faut déclarer l'œuvre. Ce n'est pas que vous allez faire une œuvre, dès que vous faites une œuvre, vous allez attendre et dormir dans vos trucs là, l'œuvre n'est pas jouée ou bien l'œuvre n'est même pas à vous, et que vous allez penser gagner en matière de droit d'auteur. Donc, c'est d'être sûr qu'on est créateur de ce dont on réclame les droits. En plus des droits d'auteur sur diffusion, le BIBEDRA prend également en compte le droit de timbre. Il est lié au nombre de disques vendus. En la matière, la piraterie demeure l'une des principales difficultés. Les vendeurs de disques piratés semblent vivre aux dépens des artistes. Les artistes ne dérangent pas. C'est plutôt le BIBEDRA qui nous dérangeait avec les timbres. On ne peut pas prendre des disques à 200 francs à Topa et aller prendre encore des timbres du BIBEDRA à 500 francs qui nous laissent vendre. Il reste encore difficile au Bénin de quantifier les œuvres d'auteur et par conséquent le recouvrement de toutes les tasses. Une situation à laquelle il faut remédier afin que les artistes puissent mieux vivre de leur art. Ah oui, il faut qu'ils vivent vraiment mieux de leur art. C'est pour cela que les droits d'auteur sont donc, c'est pas installés, créés, voilà, pour permettre à l'artiste de vivre de façon durable, bien sûr, de ses œuvres. Alors, on se pose la question de savoir, est-ce que cela est vraiment réel au Bénin? On en parle avec Agnat Onifade Bello, avec nous ce soir. Bonsoir, Agnat. Bonsoir, Assom Gaba. Comment allez-vous? Très bien, merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Allez, on vous retrouve ce soir pour parler du droit d'auteur. C'est vrai, on devait avoir un invité qui nous a fait faux bon. On espère qu'il va nous revenir très prochainement. Pourquoi pas? On est un spécialiste, bien sûr, du BIBEDRA. Oui, on devait recevoir qui n'est pas disponible. Oui, on devait recevoir le directeur général du Bureau béninois du droit d'auteur pour pouvoir parler un peu du droit d'auteur, mais on n'a pas pu l'avoir sur le plateau. Mais, mesdames et messieurs, comme on le dit souvent, the show must go on, donc on est là pour pouvoir en parler quand même. Quelle que soit la mine du mouton. La Tabaski aura lieu. On comprend ça. Alors, vous le savez, aujourd'hui, c'est le 23 avril, c'est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. C'est pour ça que nous avons voulu profiter de l'occasion pour parler du droit d'auteur. On n'en parle pas toujours et pourtant les artistes en ont besoin, puisque vous en avez parlé aussi. Vivre de son art pour l'artiste passe par le respect de ses droits d'auteur et surtout qu'il puisse véritablement en bénéficier. Ah oui, vous pouvez parler déjà à ceux qui ont l'habitude de photocopier les livres
Voilà. Vous ne permettez pas du tout à... Nous avons vu dans le reportage déjà qui vient de passer, celui de Jouerat, on a suivi un vendeur ambulant de CD qui dit que lui, il faudrait que le Bubedra les laisse vendre sans rien craindre, en tant qu'eux, ils n'ont pas. Et les timbres, ils ne peuvent pas pouvoir... Ils ne vendent pas que les CD, ils vendent également les livres et tout. Ils font tout, on fait les copies et puis on vend partout, les contrefaçons. Ça fait que le créateur ne peut plus créer quoi d'autre parce qu'il n'a plus les moyens de continuer. D'accord, alors, comme vous le dites si bien, ce n'est pas évident quand vous êtes créateur, auteur ou propriétaire d'une œuvre, quand il y a la contrefaçon qui est à côté des œuvres que vous-même vous avez mis sur le marché. C'est une concurrence d'abord déloyale, puisque finalement, ces œuvres qui ont été contrefaites sont encore moins chères par rapport à ce que vous-même vous mettez sur le marché. Donc c'est une concurrence déloyale. Et à la fin, sur ce que eux ils produisent, vous n'avez aucune marge bénéficiaire. Ça veut dire que vous êtes doublement atteint. Quand vous parlez de concurrence déloyale, c'est peu dire, c'est du vol. C'est clair que c'est du vol, mais je pense qu'il faut rappeler un peu c'est quoi le droit d'auteur. Pendant longtemps, on a pensé que les droits d'auteur ne concernaient que les artistes. Non, les artistes ne sont pas les seuls à être concernés par les artistes chanteurs. Les artistes chanteurs, musiciens et autres. Oui. Voilà. Au Bénin, tout propriétaire ou auteur d'une œuvre d'esprit peut réclamer les droits exclusifs. Les droits exclusifs qui se rassemblent en ce qu'on appelle de façon commune le droit d'auteur. Cela concerne donc autant les œuvres littéraires que les œuvres artistiques. Artistiques, même le plasticien peut réclamer oui, droit d'auteur. Oui, droit d'auteur pour tout cela. Le sculpteur. Dès que vous avez le conteur, le conteur voilà, qui a son compte. Quelqu'un qui a créé une pièce théâtrale, qui en est le metteur en scène et tout. Tout cela peut réclamer des droits d'auteur. On oublie souvent ça. Même les beatmakers aussi ont la possibilité de pouvoir aujourd'hui réclamer le droit d'auteur. Le droit d'auteur. Ce sont eux qui ont créé la musicalité, qui accompagnent bien sûr le rappeur, le chanteur et tout. C'est comme ça également, même en matière de musique, ceux qui ont, par exemple, le guitariste qui a joué sur votre chanson, par exemple. Mesdames et messieurs, vous avez compris. Le guitariste, là, il y a le spécialiste culturel qui est lead ce soir, donc ça comprenez, il est dans son domaine. Il y a lui aussi qui peut réclamer droit d'auteur, mais c'est souvent les droits indirects en quelque sorte. Oui, mais bon... Il y a droits voisins. Les droits voisins, oui. Voilà. On aura peut-être l'occasion de revenir sur les droits voisins. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse dire qu'ici au Bénin, on n'a pas besoin d'enregistrer soi-même son œuvre avant normalement de pouvoir bénéficier de la protection du droit d'auteur. Oui. Normalement, on n'a pas besoin d'enregistrer avant de pouvoir bénéficier, mais cela est conseillé parce que on peut vous couper l'herbe sous les pieds. Parce que pour vous, vous êtes détenteur de l'œuvre, vous avez peut-être des preuves pour pouvoir attester que l'œuvre vous appartient. Oui. Mais on est dans un monde où la concurrence, l'esprit n'est pas forcément le même. Vous pensez Il y a des personnes qui peuvent essayer, ils peuvent ne pas réussir, mais qui peuvent essayer de vous voler votre idée. Mais quand c'est lui qui va déposer et qui se déclare auteur, tant que vous n'allez pas réclamer, on va continuer par le considérer en tant qu'auteur. Or, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Est-ce que c'est ça qui explique souvent les problèmes entre des créateurs de concepts où l'autre dit que c'est moi qui suis le créateur de parce que vous vous rendez compte, concept. Si tu l'as créé dans ton studio, comme le dit souvent Karma Tagbataou, l'idée évolue. On peut avoir la même idée au même moment, mais tant que c'est la première personne qui va déclarer, c'est finalement à lui qu'appartient l'idée. Ah, okay. Donc l'idéal, c'est que dès que vous êtes promoteur, créateur, auteur, propriétaire d'une idée, allez tout de suite la déposer. N'attendez pas d'être très connu avant de dire, bon, pour l'instant, je gagne quoi même à aller déclarer. Non. C'est toujours bon de le faire dès déjà qu'on a l'idée ou bien dès qu'on a déjà mis l'œuvre déjà d'esprit a été créée. Donc, n'attendons pas le dernier moment pour y aller. Et aussi, cela permet, comme l'a dit Cécile, ça facilite la tâche un peu au Bubedra. Le Bubedra pourra quantifier les œuvres littéraires. Nous sommes un pays où nous manquons de statistiques. Nous manquons cruellement de statistiques parce que là, par exemple, nous, on a voulu avoir des statistiques des nombres d'œuvres qu'on met à peu près sur le marché par an, par mois. C'est difficile d'avoir ce genre de statistiques. Juste ça, ça a été difficile. On n'a pas pu avoir des chiffres déjà de 2018
avant de dire pour 2019. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas toujours évident de pouvoir avoir une base de données. Maintenant, à quel moment l'auteur peut réclamer ses droits d'auteur? À quel moment? Au tout début déjà. Tant qu'il n'a pas déposé, tant qu'il ne s'est pas déclaré auteur, il ne peut pas. Il ne peut pas réclamer. Il ne peut pas réclamer. Maintenant, ce qui est conseillé, c'est qu'après avoir déclaré, ce serait bien d'attendre 1 an. 1 an après que vous vous êtes déclaré auteur d'une œuvre, vous pouvez aller au niveau du BUBEDRA pour savoir si par rapport à telle œuvre que vous avez mise en place, est-ce qu'il y a quelque chose qui est là? Est-ce que j'ai un peu de change? Est-ce que j'ai un peu, voilà. Un peu de pièces à prendre. Vous savez, il paraît, je n'ai vraiment pas les preuves, qu'il y a des artistes qui prennent 250 par an. Assom Gaba, 250 francs je suis contente que vous précisiez que ce n'est qu'une rumeur. Ce n'est qu'une rumeur. Vraiment pas les preuves. Ce n'est qu'une rumeur parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est au quota de ce que vous avez vendu. Qui sont à 800 francs. C'est au quota de ce que vous avez vendu, mais de ce que vous avez vendu légalement. On l'oublie parce qu'on voit parfois, là on parle de contrefaçon. Mais quand ça diffuse aussi. Mais parfois les artistes eux-mêmes, ils font un service parallèle. Il y a des artistes qui sont diffusés. Eux-mêmes. Plusieurs fois dans les chaînes qui sont très très diffusées, mais qui ne reçoivent pratiquement rien. C'est la traçabilité, qui reste. Et on se demande parfois si le BUBEDRA a vraiment. Ces artistes ne se sont pas déclarés. Ils n'ont pas déclaré l'œuvre. L'œuvre, il faut aussi déclarer l'œuvre, oui. Quand on prend un artiste comme, je ne sais pas, celui que tout le monde a connu l'année passée. Ah oui, vous voulez parler de Atikmon? Quand on prend Atikmon a été vraiment écouté et tout, mais combien de personnes? Est-ce qu'il l'a vraiment déclaré? Est-ce qu'il l'avait déclaré? Puisque c'est à partir du moment où vous déclarez qu'on ne commence pas à vous prendre en compte. Tout ce qui est venu avant n'entre pas en ligne de compte. Or, quand vous êtes déclaré, ça va même au-delà de vous. Vos bénéficiaires, vos ayants droit peuvent encore en parler. C'est-à-dire vos enfants, vos petits-enfants. Oui. Et moi, ce qui m'a un peu chiffonné quand on préparait ce plateau, c'était de se rendre compte que beaucoup d'artistes ne croient pas au BUBEDRA. Beaucoup d'artistes ne croient pas au BUBEDRA. Pourquoi? Il y a un manque de confiance. Les artistes ont parfois l'impression d'être floués par le BUBEDRA. Alors, est-ce que c'est la façon dont les droits d'auteur sont calculés? Est-ce qu'ils auraient souhaité un peu plus de transparence? Est-ce qu'eux-mêmes, à un moment... Mais ils sont quand même représentés. Oui, c'est tout ça qui fait qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais moi, ce qui est sûr, j'aimerais, en voulant conclure cet entretien, retenir que tous les artistes, tous les propriétaires d'œuvres gagnent à aller vers le BUBEDRA, se faire enregistrer en tant qu'auteur. En tant qu'auteur. Quitte à ce qu'on négocie, quitte à ce que les représentants des artistes eux-mêmes puissent aller voir ceux qui gèrent quand même le BUBEDRA, qui sont prêts, ouverts à la discussion, pour qu'on puisse peut-être revoir comment est-ce que cela est fait. Encore que ce n'est pas nous qui avons initié le BUBEDRA, ça existe dans d'autres pays qui ont peut-être démarré un peu plus avant nous. Mais on se rend compte il faut qu'on copie ailleurs pour voir ce qui se fait de mieux. Oui. Et adapter, bien sûr, c'est ce que j'aurais voulu dire à Assom Gaba, mais je me rends compte que le pays que je voulais citer aussi, ils ont aussi eu les mêmes soucis avec les artistes. Je voulais parler de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire aussi, les artistes là-bas se plaignent aussi de leur. En tout cas, on verra bien ce qu'il faut, peut-être... des tests communautaires pour permettre à ce moi, je pense qu'il faudrait que vous preniez l'engagement sur ce plateau, qu'on puisse avoir un forum élargi avec ceux du BUBEDRA, des artistes, pour qu'on puisse comprendre où est le mal. On en a organisé. On en avait encore. Vous voyez également que sur ce plateau, maintenant, c'est difficile d'avoir les gens du BUBEDRA. Donc, c'est souvent ce qui se passe quand vous organisez des plateaux pour que les parties viennent parler. Souvent, vous avez les artistes, vous avez ceux qui diffusent les artistes, vous avez ceux qui éditent, ceux qui vendent et tout, mais c'est difficile d'avoir le BUBEDRA. Mais on verra bien. Si peut-être le directeur, une fois prêt, il viendra, disponible, il viendra également sur ce plateau pour donner cette version-là, pour redonner beaucoup plus confiance à ces artistes-là, à ces créateurs-là, afin que ce bureau puisse redorer de son blason. Merci beaucoup à vous. Assom Gaba, tout le plaisir est pour moi. À très très bientôt. Le grand rendez-vous pratiquement fini. On va jeter un coup de regard, deuxième d'ailleurs, même le dernier, sur le tableau météo avant de partir.
Ah oui, c'était donc la météo de demain, mercredi 24 avril 2019, météo de 7 h le matin. Voilà comment le temps sera donc chez vous, ou que vous soyez sur la planète en train de nous suivre sur le grand rendez-vous. Cette édition prend fin ainsi. Mesdames et messieurs, portez-vous bien, restez toujours BB24, 21 h, le forum du jour. Ciao.